Imaginez que le psychopathe le plus célèbre de la télévision n'en ait jamais été un. Et si chaque interaction maladroite, chaque sourire répété, chaque instant où Dexter Morgan étudiait les humains comme s'ils appartenaient à une espèce différente, n'était pas le masque d'un tueur, mais la manière dont quelqu'un s'adapte après avoir reçu la mauvaise étiquette à l'âge de 7 ans, sans que personne ne prenne la peine d'y regarder de plus près. Dans cette vidéo, nous allons placer Dexter Morgan sur la table de diagnostic. Nous comparons son profil à la liste de contrôle révisée de la psychopathie de Robert Hare, confronterons ses comportements aux critères du DSM-5 pour le trouble du spectre de l'autisme, analyserons des scènes spécifiques de la série Showtime et des romans de Jeff Lindsay, et examinerons des recherches cliniques publiées pour répondre à une question que la série n'a jamais complètement tranchée. Nous passerons en revue les preuves point par point, et à la fin, vous saurez exactement ce que Dexter Morgan est et ce qu'il n'est pas. Dans l'univers de la série, Dexter Morgan a été désigné comme un psychopathe, et Jeff Lindsay l'a dépeint comme tel dans ses romans. Cependant, cette étiquette provenait d'un détective des homicides et d'une spécialiste du cerveau qui avaient tous deux besoin que cette vérité soit établie. L'étiquette de psychopathe a été apposée par Harry Morgan. Lorsque Dexter, âgé de 7 ans, a été surpris en train de tuer des animaux du voisinage, Harry, un policier et non un médecin, a décidé que son fils adoptif était un psychopathe né avec le besoin de tuer. Cette unique décision a tout changé. Harry a fait appel au docteur Devlin Vogel, une spécialiste du cerveau axée sur les psychopathes. Ensemble, ils ont élaboré le code de Harry autour d'une conviction fondamentale. La violence de Dexter ne pouvait être arrêtée, seulement dirigée vers une voie moins destructrice. Dans la saison 8, épisode 1, Une belle journée, Vogel confie à Dexter qu'elle considère les psychopathes comme des loups alpha qui ont aidé l'espèce humaine à survivre assez longtemps pour se civiliser. Tout au long de la saison, elle le qualifie de « psychopathe parfait », répète « les gens comme vous » et tenait un journal à son sujet, le désignant comme le « sujet zéro » pour un livre qu'elle souhaitait publier. Dans le roman de Lindsay de 2004, Ce cher Dexter, le personnage s'exprime par une narration à la première personne, comme quelqu'un de totalement coupé du reste de l'humanité. Il parle des gens normaux, comme s'ils appartenaient à une espèce totalement différente. La version romanesque de Dexter est plus froide que celle de la série. Lorsqu'il ressent une infime étincelle d'émotion, sa réaction est principalement un choc qu'il puisse même ressentir quoi que ce soit. Dans les livres, Harry avait également catalogué Dexter comme un psychopathe violent et avait construit le code autour de cette idée. La liste de contrôle révisée de la psychopathie de Robert Hare est l'outil de référence utilisé par les médecins pour mesurer la psychopathie. Elle comporte 20 éléments, chacun noté 0, 1 ou 2, pour un maximum de 40 points. Un score de 30 ou plus indique généralement une psychopathie. Le facteur 1 examine les traits de personnalité, charme superficiel, manipulation, émotion superficielle, absence de culpabilité ou d'empathie. Le facteur 2 se penche sur le comportement, agir sans réfléchir, être insouciant, avoir des problèmes jeunes, s'ennuyer facilement. Une étude publiée dans le journal Ilmoya a évalué Dexter selon la PCLR de Hare, ainsi que le cadre de l'obscénité masquée de Hervé Cleclet. Ils ont constaté que Dexter correspondait à 19 des 20 traits répartis sur les deux facteurs. Le seul trait qu'il ne présentait pas était l'évasion de prison ou la violation de libération conditionnelle, car il n'a jamais été capturé. 19 sur 20. Cela semble clore le dossier. Sauf que la PCLR a été élaborée par Hare dans les années 1980 pour être utilisée avec de véritables détenus et doit être administrée par un professionnel de la santé mentale formé, lors d'un entretien structuré et étayé par des dossiers externes. Évaluer un personnage fictif en se basant uniquement sur son comportement à l'écran ne permet pas d'atteindre la profondeur qu'une analyse textuelle approfondie exige. Un problème encore plus important est que cette étude a pris le comportement extérieur de Dexter au pied de la lettre. Prenez son charme. Dans le premier roman, Dexter nous dit clairement qu'il a appris à être charmant comme on apprend un tour de cartes. Que n'importe qui peut le simuler s'il ne craint pas de dire toutes les choses évidentes et écœurantes que les gens veulent entendre. Ce n'est pas le charme fluide et naturel dont parle le facteur 1 de Hare. C'est un homme qui s'est construit un manuel d'instruction sociale parce que la conversation ne lui semblait pas naturelle. Il y a une différence énorme entre quelqu'un qui lit les gens comme un livre et les utilise à son avantage, et quelqu'un qui a dû mémoriser un script parce qu'il ne comprenait pas la conversation de base. L'étiquette de psychopathe a été apposée à la va-vite par un détective se fiant à son instinct concernant un enfant de 7 ans, puis validée par une chercheuse qui avait besoin de Dexter pour justifier toute sa carrière. La concordance avec la liste de contrôle semble solide jusqu'à ce que l'on observe réellement comment Dexter gère le monde social à travers 8 saisons et 8 romans. Si cette analyse vous passionne, n'oubliez pas de vous abonner à l'Écho des Stars et d'activer la cloche de notification.
Car si la liste de contrôle de la psychopathie dit une chose, le comportement réel de Dexter en dit une toute autre. Et cela nous amène aux traits qui ne se contentent pas de percer des trous dans le diagnostic de psychopathe, ils le font voler en éclats. Certains des comportements les plus fondamentaux de Dexter Morgan vont directement à l'encontre de l'image de la psychopathie, tout en correspondant parfaitement aux critères officiels du trouble du spectre de l'autisme. Le DSM-5 décrit le trouble du spectre de l'autisme à travers 2 domaines principaux. Le domaine A concerne les difficultés persistantes de communication et d'interaction sociale dans divers contextes. Problèmes d'échange social réciproque, difficulté à interpréter le langage corporel et les expressions faciales, et peine à établir et maintenir des relations. Le domaine B concerne les schémas comportementaux, les intérêts ou les activités restreints et répétitifs. Adhésion rigide aux routines, intérêt intense pour des sujets spécifiques et exécution de tâches de manière ritualisée et répétitive. Observons maintenant Dexter à travers ce prisme. Ces difficultés sociales sont omniprésentes dans la série. Dans la saison 1, il ne comprend pas l'intérêt des conversations anodines. Il apporte des beignets au Miami Metro, non pas parce qu'il aime passer du temps avec ses collègues, mais parce qu'il a compris que c'était une astuce pour que les gens le trouvent sympathique. Sa voix intérieure, tant dans la série que dans les livres, décrit son observation du comportement humain comme un scientifique observerait des animaux dans la nature. Il s'entraîne à faire la bonne expression. Il conserve une liste mentale des réactions émotionnelles appropriées et s'y réfère comme à une anti-sèche. Ensuite, penchons-nous sur sa relation avec Rita Bennett. Dexter a choisi Rita délibérément parce qu'elle était une survivante d'abus et ne cherchait rien de physique à ce moment-là. Il affirme, tant dans la série que dans le premier roman, n'avoir aucun intérêt pour le sexe, et cela est présenté comme une partie intégrante de sa personnalité, non comme une ruse. La PCLR liste d'ailleurs la promiscuité sexuelle comme un trait psychopathe sous le facteur 2. Dexter ne manque pas seulement ce trait, il en est l'exact opposé. Il trouve l'ensemble épuisant et déroutant. La page de discussion Wikipédia de son personnage le saisit parfaitement. Il a choisi sa petite amie spécifiquement parce qu'elle non plus ne voulait pas de relations sexuelles. Ses comportements rigides et répétitifs sont tout aussi révélateurs. Son rituel de meurtre ne change jamais, mêmes étapes de préparation, même film plastique, mêmes outils aux mêmes endroits, même discours avec la victime, même lame de sang prélevée sur la joue droite, même boîte pour l'arrangeur. Cela va bien au-delà de la simple prudence d'un criminel. Cela ressemble beaucoup à ce que le DSM-5 appelle des schémas ritualisés, faire les choses exactement de la même manière parce que la routine elle-même est psychologiquement importante pour lui. Sa carrière entière consacrée à l'analyse des éclaboussures de sang, un domaine ultra spécifique pratiqué pendant des décennies, ressemble au genre d'intérêt profond et restreint que l'on retrouve fréquemment dans le spectre de l'autisme. Lisa Firestone, une psychologue qui a écrit sur Dexter dans le livre The Psychology of Dexter de Smart Pop, a soulevé un point crucial. Elle a affirmé que si Dexter présente certains traits s'apparentant à la psychopathie, il montre également une maladresse dans les relations intimes et une absence de libido qui ne correspondent absolument pas au comportement des vrais psychopathes dans leur vie personnelle. Elle a cité des recherches du psychologue David Ferinton montrant qu'étiqueter un enfant comme psychopathe est risqué, car des comportements normaux de croissance, même la cruauté envers les animaux, peuvent ressembler à des traits psychopathes permanents alors qu'ils ne sont en réalité qu'une phase ou une réaction à autre chose. Voici ce que toutes les analyses rapides de Dexter manquent. Les psychopathes sont doués avec les gens. C'est littéralement tout l'intérêt du facteur 1 de HARE. Un psychopathe lit une pièce sans effort. Il comprend instinctivement comment fonctionnent les situations sociales et utilise tout cela comme une arme. Il ne trébuche pas dans les conversations, il les dirige. Dexter est épouvantable en matière sociale. Constamment, dolorosement épouvantable. Il est incapable de lire une pièce pour sauver sa vie. Lorsque Rita s'est fâchée parce qu'il n'avait pas agi jaloux après que leur voisin Elliot l'ait embrassé dans la saison 4, Dexter a dû apprendre après coup que la jalousie était ce qu'il était censé montrer. Un psychopathe aurait simulé la bonne émotion sur le champ sans même y penser. Dexter ne savait même pas que la bonne émotion existait avant que quelqu'un ne le lui dise. Ce que Dexter fait réellement, observer comment les gens agissent, écrire des scripts mentaux, pratiquer des expressions, utiliser des réponses mémorisées, est ce que les experts de l'autisme appellent le masquage. C'est lorsqu'une personne construit consciemment une version d'elle-même d'apparence normale pour naviguer dans un monde social qui ne lui semble pas naturel. Toute la vie de Dexter est un masquage. Il nous le dit lui-même, encore et encore, tant dans la série que dans les livres. Les traits qui ont fait accepter l'étiquette de psychopathe par tous, absence d'émotions visibles, problèmes sociaux, routine stricte, focalisation en tunnel, correspondent tout aussi bien au spectre de l'autisme. Les traits qui devraient invalider le diagnostic de psychopathe. Confusion sociale réelle, absence totale de libido, charme qui demande de l'effort au lieu de venir naturellement,
ont été ignorés parce que tout le monde dans l'univers de Dexter avait déjà adhéré à une étiquette qu'un policier avait apposée sur un enfant effrayé. Reconnaître les traits autistiques ne suffit cependant pas à conclure, car le parcours émotionnel de Dexter sur 8 saisons nous révèle quelque chose qu'aucune liste de contrôle ne pourrait jamais faire. Et c'est ce parcours qui fait s'effondrer complètement la théorie du psychopathe. La capacité avérée de Dexter Morgan à évoluer émotionnellement tout au long de la série ne correspond absolument pas à la psychopathie, mais elle s'accorde parfaitement avec la manière dont les personnes du spectre de l'autisme apprennent progressivement à comprendre et à exprimer leurs sentiments au fil du temps. Selon le modèle PCLR de HARE, les problèmes émotionnels qui définissent la psychopathie, émotions superficielles, absence d'empathie, incapacité à former de véritables liens, sont des composantes permanentes de la personnalité. Ils ne s'améliorent ni avec le temps, ni avec un traitement. Regardons maintenant ce qui se passe réellement dans la série. Saison 1, épisode 10, Voir rouge. Paul, l'ex-mari violent de Rita, la menace. Dexter, sans préméditation, frappe Paul avec une poêle. Ce n'était pas réfléchi. C'était un pur réflexe. Firestone a souligné ce moment précis dans son analyse publiée comme preuve que Dexter montrait une sollicitude protectrice qu'il jure ne pas pouvoir ressentir. L'homme qui prétend être vide à l'intérieur agit par instinct pour protéger quelqu'un dont il ne se souciait soi-disant pas. Saison 3, Episode 12. Dexter est ligoté sur la table du Skinner. Alors qu'il parle à sa vision de Harry de la grossesse de Rita, Harry se met à pleurer. Harry lui dit que ses larmes ne sont pas les siennes, mais celles de Dexter. Dexter affirme n'avoir jamais rien ressenti de tel auparavant et vouloir vivre pour voir son fils naître. La série présente cela comme un véritable tournant. À partir de la saison 4, après la naissance d'Harrison, la série nous dit clairement que le côté humain de Dexter cesse d'être un simple acte. Il donne le biberon à Harrison, veille sur lui, joue avec lui. Il est passé de la simulation de chaque émotion à un véritable souci pour sa famille. Saison 5, épisode 1, Mon erreur. Aux funérailles de Rita, après que le tueur de la Trinité l'ait assassinée, Dexter dit qu'elle avait un cœur assez grand pour eux deux, qu'ils n'étaient même pas humains lorsqu'ils se sont rencontrés. Sa vision de Harry lui dit plus tard que tuer un homme dans une rage aveugle suite à la mort de Rita était la première chose véritablement humaine qu'il ait jamais vu Dexter faire. Saison 8. Vogel dit à Dexter que son inquiétude pour Debra ne correspond pas à la psychopathie. Elle compare cela à Michel-Ange essayant de jouer du banjo. La série ne cesse de lui donner tort. Dexter continue d'avoir des réactions émotionnelles qui surprennent même l'experte. Dans une scène, Vogel observe attentivement et admet qu'elle peut voir qu'il se sent vraiment mal pour ce qui est arrivé à Debra. Puis elle ajoute, visiblement confuse, « c'est juste tellement inhabituel ». Dans Dexter, New Blood, 2021, le personnage montre ouvertement à quel point il a peur qu'Harrison le repousse. Il sauve des inconnus parce qu'il veut les aider. Il dit à Harrison qu'il est tout ce qu'il a. Et la série montre cela comme une vraie douleur, pas comme un jeu d'acteur. Ce genre de croissance ne peut pas se produire selon la définition médicale de la psychopathie. On ne commence pas à ressentir de l'empathie à 35 ans après avoir vécu toute sa vie d'adulte sans elle. Les lacunes émotionnelles du facteur 1 de HARE ne sont pas des choses que l'on n'a pas encore eu l'occasion d'apprendre. Elles proviennent de la façon dont le cerveau lui-même gère les émotions au niveau du câblage de base, en particulier l'amygdale, que Vogel elle-même mentionne dans la saison 8 en parlant du fonctionnement du cerveau des psychopathes. Ce qui peut arriver, c'est d'apprendre lentement à identifier et à exprimer des émotions qui ont toujours été là, mais qui étaient enfouies ou méconnaissables. Des recherches montrent que l'alexithymie, qui signifie fondamentalement avoir du mal à comprendre et à exprimer ses propres sentiments, touche environ la moitié des personnes autistes. Les personnes alexithymiques ne manquent pas d'émotions. Il leur manque la capacité de nommer ce qu'elles ressentent. Lorsque Dexter répète qu'il ne ressent rien, cela ne signifie peut-être pas que ses émotions sont absentes. Cela pourrait signifier qu'il est sincèrement incapable de discerner ce qui se passe en lui. La série nous offre d'ailleurs une explication claire à cela. Dexter a vu sa mère se faire assassiner alors qu'il n'avait que 3 ans et est resté assis dans son sang pendant 2 jours. La réaction immédiate de Harry a été d'estampiller le mot « psychopathe » sur le jeune Dexter, lui offrant une identité toute faite qui lui a fermé la porte à toute exploration de ce qu'il ressentait réellement. Si Dexter était un enfant autiste traumatisé et alexithymique, l'étiquette de Harry aurait agi comme un piège. On lui a dit qu'il ne pouvait pas ressentir, alors il a cessé d'essayer de savoir s'il le pouvait. On lui a dit qu'il était un monstre, alors il a construit toute sa vie autour de cette identité. Partagez votre avis en commentaire. Le diagnostic de psychopathe posé par Harry a-t-il vraiment créé le monstre? Une thérapie adaptée aurait-elle tout changé? Nous sommes curieux de lire vos réflexions. L'évolution émotionnelle de Dexter, de la saison 1 à New Blood,
suit le chemin d'une personne traumatisée accédant lentement à des sentiments qui ont toujours été là, mais enfouis. Il ne s'agit pas d'un psychopathe développant soudainement une empathie que son cerveau n'a jamais été conçu pour produire. Nous avons montré que l'étiquette de psychopathe est fragile et que l'angle de l'autisme explique des choses que la psychopathie ne peut pas. Mais nous n'avons pas encore abordé le plus grand problème. Car il y a une chose que les personnes autistes ne sont presque jamais, violentes. Les meurtres de Dexter n'appartiennent pas à la psychopathie ou à l'autisme en tant que diagnostic. Ils appartiennent à ce qui lui est arrivé enfant. Le trouble du spectre de l'autisme n'a aucun lien médical avec la traque et la blessure de personne. Étude après étude, il est démontré que les personnes autistes sont bien plus susceptibles d'être blessées par d'autres que de blesser elles-mêmes. L'autisme n'explique pas pourquoi Dexter tue. La psychopathie ne fait pas non plus automatiquement de quelqu'un un tueur. Vogel le dit elle-même dans la saison 8. Des psychopathes se retrouvent parmi les PDG les plus influents et les politiciens puissants. HRE a beaucoup écrit sur des psychopathes qui ne transgressent jamais une seule loi et réussissent très bien dans les affaires. Le rapport du FBI de 2008, Meurtre en série, une perspective multidisciplinaire pour les enquêteurs, souligne le traumatisme infantile comme un facteur majeur dans la transformation d'une personne en tueur en série. Dexter a vu sa mère, Laura Moser, être découpée à la tronçonneuse à l'intérieur d'un conteneur maritime alors qu'il avait 3 ans, puis il est resté assis dans une mare de son sang pendant environ 2 jours. Son frère biologique, Brian, qui a vu la même chose, est également devenu un tueur en série, le tueur au camion frigorifique de la saison 1. Dans les romans de Lindsay, les beaux enfants de Dexter, Astor et Cody, ont commencé à montrer des tendances violentes après avoir été maltraités par leur père biologique, Paul Bennett. Lindsay traite la violence comme quelque chose qui découle d'un traumatisme tout au long de la série de livres, et non comme une caractéristique intrinsèque d'une condition particulière. La PCLR ne liste pas « tuer des gens » comme un trait. Le DSM-5 non plus. La violence est quelque chose que quelqu'un fait, pas quelque chose que quelqu'un est. La vraie question n'est pas de savoir quelle étiquette a causé les meurtres. C'est de savoir quel profil explique tout le reste du fonctionnement de Dexter lorsque l'on retire le traumatisme de l'équation. Un enfant traumatisé qui est un psychopathe serait à l'aise avec les gens dès le départ, naturellement manipulateur, sexuellement actif tôt et émotionnellement plat d'une manière qui ne changerait jamais. Un enfant traumatisé du spectre de l'autisme avec alexithymie serait confus par les situations sociales, construirait un faux masque social, se fixerait sur des intérêts spécifiques, suivrait des routines rigides, aurait du mal à nommer ses propres émotions pendant des années avant de s'améliorer lentement, et formerait de véritables liens qui surprendraient tout le monde autour de lui, y compris lui-même. Dexter correspond à la deuxième description tout au long de la série. Les meurtres provenaient du traumatisme. La manière dont Dexter évolue dans le reste de sa vie, la confusion sociale, le masquage, les routines, le lent éveil émotionnel, est issue de quelque chose auquel Harry n'a jamais pensé, car il s'était déjà fait une idée de ce qu'était son fils avant que quiconque ayant une réelle formation médicale n'intervienne. À travers les romans de Jeff Lindsay et la série télévisée Showtime, toutes les preuves combinées désignent Dexter Morgan comme une personne du spectre de l'autisme, également atteinte d'alexithymie et d'un SSPT sévère, dont la violence est issue d'un traumatisme infantile extrême qui a été géré par un code plutôt que traité par de vrais médecins. Le roman dépeint un personnage qui gère toute sa vie à travers des systèmes rigides, décrit les interactions humaines normales comme une langue étrangère, concentre toute son attention sur une compétence professionnelle spécifique, n'a aucun intérêt pour le sexe, et découvre lentement une profondeur émotionnelle qu'il ignorait posséder. Dans Dexter dans le noir, le 3e roman, lorsque le passager noir le quitte temporairement, Dexter ressent la tristesse et la colère comme des émotions qui étaient réprimées, et non comme des émotions qui n'avaient jamais existé. La série nous offre un voyage émotionnel de 8 saisons, passant d'un repli total à l'amour véritable, au chagrin, à la peur et à l'ouverture. Il protège Rita par impulsion dans la saison 1. Il atteint une émotion paternelle grâce à Harry dans la saison 3. Il pleure sincèrement Rita dans la saison 5. Il se bat pour aider Debra contre la vie professionnelle de Vogel dans la saison 8. Il a peur que son propre fils le rejette dans New Blood. Vogel, l'experte interne de la série, est constamment prise au dépourvu par l'intensité des sentiments de Dexter. Elle lui dit qu'il n'est pas le psychopathe parfait qu'elle imaginait. La série présente cela comme une erreur de jugement de Vogel concernant Dexter, et non comme une erreur de Dexter concernant la psychopathie. Dexter Morgan se situe dans un espace que les manuels médicaux n'ont pas encore entièrement cerné. Il présente de véritables traits s'apparentant à la psychopathie. Tuer des animaux enfants, l'envie de tuer, une violence froide et calculée. Il présente de véritables traits autistiques, incompréhension des codes sociaux, masquage appris, routine rigide, intérêts neuronaux profonds, absence de libido, alexithymie. Et il présente de fortes réactions au traumatisme,
Repli émotionnel, le passager noir comme moyen d'externaliser ses pulsions, des décennies de sentiments enfouis. L'approche clinique la plus honnête serait probablement de parler d'un traumatisme développemental complexe, mêlé à des traits du trouble de la personnalité antisociale et du trouble du spectre de l'autisme. Le tout aggravé par le fait que personne ne lui a jamais apporté le bon type d'aide quand cela aurait pu faire une différence. Harry n'était pas un médecin. C'était un policier qui a vu un enfant dangereux et a construit un système autour de suppositions qu'il n'a jamais remises en question. Vogel ne regardait pas Dexter d'un œil neuf. C'était une chercheuse qui avait besoin que Dexter soit un psychopathe pour que toute sa carrière ait un sens. Aucun d'eux n'a jamais cessé de considérer que le garçon maladroit, socialement perdu, obsédé par les routines et confus émotionnellement, assis devant eux, aurait pu être quelque chose de complètement différent de ce qu'ils avaient décidé qu'il était le jour de leur rencontre. Dexter Morgan a été qualifié de psychopathe par des personnes qui avaient besoin qu'il le soit. Les preuves recueillies à travers les romans, les 8 saisons originales et New Blood brossent un tableau différent. Celui d'une personne traumatisée, probablement neurodivergente, dont la véritable profondeur émotionnelle a été ensevelie sous des décennies d'une étiquette jamais correctement testée. Il n'a jamais été le monstre vide dont Harry avait peur. Il était quelqu'un qui n'a jamais eu la chance de comprendre ce qu'il était réellement. Du garçon de 7 ans tuant des animaux dans le jardin à l'homme adulte terrifié à l'idée de perdre son fils dans New Blood, l'histoire de Dexter Morgan n'est pas vraiment une étude de la psychopathie. C'est une étude de ce qui se passe lorsque la mauvaise étiquette rencontre la mauvaise solution au pire moment possible. Et personne ne s'arrête pour se demander si le mot qu'ils ont apposé sur un enfant traumatisé n'aurait pas été précisément ce qui l'a transformé en tueur. Si cette analyse a transformé votre perception de Dexter Morgan, abonnez-vous à l'Écho des Stars et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations. Et découvrez notre précédente vidéo qui détaillait combien de temps il faudrait à Dexter pour échapper à la liste des personnes les plus recherchées du FBI.